Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3293 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 9 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu central de la Juventus Turin, c'est le Brésilien Douglas Luiz. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, c'est ancien joueur d'Aston Villa, il avait rejoint l'été dernier l'équipe de la Juve mais pas sûr qu'il reste à la Juve la saison prochaine. Il y a déjà peut-être des rumeurs par rapport déjà à un départ de Douglas Luiz. A noter que Mohamed Amoura, avant-centre de l'équipe de Wolfsburg, il fête aujourd'hui ses 25 ans, donc lui aussi, il y a de fortes chances qu'il quitte son club de Wolfsburg lors du prochain mercato. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs et aussi le défenseur central Dan Burn, défenseur central de Newcastle, très bon joueur, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait 4 demi-finales de Coupe d'Europe, l'Europa League et l'Europa Conference League. On va parler bien sûr de toutes ces affiches. On commence tout d'abord avec Manchester United contre Bilbao, match aller 3-0 pour Manchester. Au match retour 4-1 pour Manchester. Score cumulé 7-1 pour Manchester. Ça a été beaucoup plus simple d'éliminer Bilbao que d'éliminer Lyon. Alors, lors du tour précédent, ils ont eu très chaud Manchester. Et voilà, nous ce qu'on retient, c'est que Manchester accède à la finale de cette Europa League. Donc victoire à sens unique. Pourtant, ils perdent 1-0. Mais Mason Mount 72e, Casemiro 80e. Ojun 85e et de nouveau Mason Mount 91e minute de jeu. En gros, l'espace de 20 minutes, ils ont marqué 4 buts. Ça a été un festival. Et du coup, Manchester se qualifie pour cette finale. Donc voici les statistiques. Donc regardez, les tirs sont pareils. 11 tirs pour les deux équipes, 11, mais 5 tirs cadrés, 4 buts seulement, un arrêt du gardien de Bilbao. Et côté Bilbao, c'est une frappe cadrée, un but. En plus, magnifique but. Une frappe en pleine lucarne où André Onana n'a rien pu faire. Et du coup, Manchester avec ce nouveau match gagné en Europa League et surtout pas de défaite. Et Manchester reste le seul club invaincu en Coupe d'Europe cette saison. Il ne reste plus qu'un match pour eux, c'est la finale. C'est vrai qu'ils n'ont toujours pas perdu. Regardez toutes les rencontres de Manchester United depuis la première journée d'Europa League jusqu'au dernier match. Enfin, c'était la victoire 3-0, mais ils ont gagné 4-1. Donc on peut rajouter également un match de plus sans perdre. Donc voilà, sinon toutes les autres équipes, les 72 équipes qui ont joué en Coupe d'Europe cette saison, Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League, ont toutes perdu au moins une fois, à part Manchester United. C'est fou de se dire ça, alors qu'en Première Ligue, ils perdent quasiment tous les week-ends. Et on va juste parler de ce joueur, Mason Mount, moi genre vraiment que j'apprécie énormément. C'est vrai que là depuis quelques temps c'était compliqué, mais hier il a fait vraiment un gros match. Il a inscrit un doublé avec Manchester United, un magnifique, son quatrième but, une frappe à plus de 40 mètres. L'Anglais qui n'avait inscrit qu'un seul but cette saison avant le coup d'envoi a scoré 3 reprises sur ses 2 derniers matchs. Ça va beaucoup mieux pour Mason Mount. Et concernant Manchester, ça c'est une stat très moyenne pour eux, c'est le nombre de buts pris, parce que hier ils ont gagné 4-1 mais ils ont pris un but. Et Manchester a encaissé 40 buts à Old Trafford à domicile, toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis l'exercice 1962 où ils ont pris 40 buts à l'époque également. Sinon à chaque fois les saisons ils prenaient moins de 40 buts. Là ils sont déjà 40 buts pris depuis le début de saison à domicile. C'est vrai qu'ils ont pris quand même pas mal de corrections cette saison. Bon, hier c'est passé, mais ils ont pris quand même beaucoup de matchs avec des buts encaissés. Bref, voilà, Manchester ça passe. Et l'autre rencontre c'est entre Bodo Glimt et les Spurs. Donc au match aller, Tottenham s'était imposé 3-1. Au match retour, de nouveau, Tottenham s'est imposé 2-0. Solanke et Pedro Porro, donc là aussi but coup sur coup, 63e, 69e minute de jeu. Et du coup, Tottenham se qualifie également pour les demi-finales. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu match également. 5-1 score cumulé. L'autre match est 7-1, c'est vrai que les demi-finales de l'Europa League, ça a été plié, on peut dire quasiment dès le match aller. Donc voici les statistiques, donc un Tottenham ultra efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts marqués pour les Spurs. Et du coup, la finale, ça sera une finale 100% anglaise avec Tottenham contre Manchester United. Donc c'est fou de se dire ça parce que c'est deux équipes qui peuvent sauver leur saison, parce qu'en Première Ligue c'est catastrophique. Donc le 15e, donc Tottenham contre le 16e Manchester United, un 16e Manchester sur une poule à 20. Bon, ils sont maintenus. Mais voilà, ils vont tout miser sur cette finale pour sauver leur saison parce que l'équipe qui gagnera sera qualifiée la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc rendez-vous le 21 mai prochain à Bilbao, où Manchester avait joué la demi-finale aller. Ce sera dans ce stade le 21 mai prochain pour ce duel 100% anglais entre Tottenham et Manchester. Moi j'espère que Manchester, parce que c'est l'équipe que j'apprécie le plus en Angleterre, j'espère que les Red Devils sauront sauver leur saison avec ce titre. Et c'est que Manchester sur les 3 dernières années, ils peuvent peut-être remporter de nouveau un trophée, mais les 2 dernières années, ils avaient remporté la League Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise en 2023. Ils avaient perdu la FA Cup, la finale en 2023. Ils avaient gagné la FA Cup la saison dernière contre Manchester City. Ça a été le derby. Ils avaient gagné. Là, ils peuvent, pourquoi pas, remporter de nouveau un trophée. C'est vrai que c'est une équipe en difficulté comme depuis pas mal d'années. Mais voilà, elle arrive, si elle remporte de nouveau l'Europa League, c'est une équipe qui gagne quand même quelques trophées. Contrairement, des clubs comme Arsenal, qui est peut-être mieux classé que Manchester United au classement ces dernières années en Première Ligue, mais Arsenal ne gagne rien. Saison blanche, 5 années d'affilée pour les Gunners.
alors que Manchester peut de nouveau remporter un trophée. Et officiel, du coup, il y aura bien 6 clubs anglais qualifiés en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions, 6 équipes qualifiées. Donc déjà les 5 premiers de Première Ligue, parce que la saison prochaine, vu que la Première Ligue, les clubs anglais ont pris énormément de points au classement UEFA, à chaque fois il y a 2 pays où il y a 5 équipes qualifiées. Donc il y aura la Première Ligue, je crois que ça sera la Liga. À l'autre championnat, il y aura les 5 premiers qui seront qualifiés, donc les 5 premiers plus le vainqueur de l'Europa League. Donc vu que ça sera Manchester United, Tottenham. Voilà, donc il y aura 6 équipes qualifiées saison prochaine en Première Ligue, du côté de la Champions League. Toujours avec la Première Ligue, vu qu'il y a également Chelsea qui jouait, mais là c'était de l'Europa Conference League, ils jouaient contre Djurgården. Bon, ils avaient gagné 4-1 au match aller, là c'était au match retour, c'était chez eux, sans souci, mon petite victoire, mais voilà, ça fait 5-1 au score cumulé pour Chelsea. Du coup, qui se qualifie également pour la finale, voilà, 17 tirs, 5 tirs cadrés, ils ont dominé totalement du match, ils ont maîtrisé surtout cette rencontre. Et juste, on va parler de ce tout jeune joueur. Je ne le connaissais pas, je pense que vous aussi vous ne le connaissiez pas, mais un nom à surveiller. Donc à l'âge de 16 ans et 200 jours, Reggie Walsh devient le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea à débuter un match européen. Voilà, que ce soit LDC, Europa League, Europa Conference League, c'est le plus jeune joueur à jouer du côté de Chelsea, ce Reggie Walsh. Voilà, on va se souvenir bien sûr de son nom. Et l'autre demi-finale, donc là c'était peut-être la seule demi-finale où ça a été ultra serré, parce que les 3 autres, Europa League, Europa Conference League, c'était quasiment plié, alors que celle-là, ça a été très très chaud. Fiorentina contre le Betis, et c'est le Betis Séville qui se qualifie, score cumulé 4-3 pour le Betis Séville. Ils avaient gagné le match aller 2-1, et le match retour, il y a eu 2 partout, il y avait 2-1 pour la Fiorentina, du coup prolongation. Il y a donc l'ancien joueur du FC Barcelone a marqué de nouveau un but côté Betis, du coup 4-3, score cumulé bien sûr pour le Real Betis qui se qualifie pour la finale de l'Europa Conference League. Donc voici les stats, beaucoup de tirs, 23 tirs pour Fiorentina, 28 tirs pour le Betis Séville. Ça a été un match très spectaculaire, ça a dépassé la barre des 50 tirs dans cette rencontre. Et Anthony, de nouveau buteur, c'est que j'ai dit Abder était buteur, mais aussi Anthony contre un doublé de Robin Gosens, ancien joueur de l'Atalanta, maintenant il joue à la Fiorentina. Et Anthony, les gars, magnifique coup franc, les gars, des coups francs en pleine lucarne pour Anthony, les gars. À chaque match, là, il nous met des magnifiques buts. Donc Anthony, sur ses 5 derniers matchs, c'est 4 buts marqués. C'est un renouveau totalement pour lui, les gars. C'est la renaissance depuis qu'il a rejoint cette équipe du Betis. Au match aller, buteur et passeur D. Au match retour, buteur avec ce magnifique coup franc qui permet, grâce à son but, on peut dire, d'envoyer le Betis en finale. Regardez, il était en pleurs à la fin du match, Anthony. Et les larmes de joie d'Anthony après la qualification. Le Brésilien totalement boosté depuis son arrivée au club. 21 matchs depuis son arrivée en janvier, 8 buts et 5 passes D. Voilà, on retrouve le Anthony qu'on connaissait à l'époque du côté de l'Ajax Amsterdam. Et du coup, la finale, ça sera entre Chelsea et le Betis Séville. Donc la finale est prévue le 28 mai prochain. Donc tout d'abord, ce sera la finale de l'Europa League en premier, le 21. Après le 28, ça sera du côté de la Pologne, donc entre le Betis et Chelsea. Et l'autre finale, bien sûr, la dernière sera le PSG et l'Inter pour clôturer, donc le 31 mai prochain. Donc voici du coup, on connaît les 3 finales cette saison des Coupes d'Europe. Voilà, donc des belles affiches. Chelsea-Betis, à chaud, je partirais peut-être sur Chelsea, qui gagnerait, enfin à chaud vraiment. Manchester United-Tottenham, je pense que pour moi Manchester est supérieur, on verra. Et PSG-Inter, donc là, je n'ose pas m'exprimer, pour moi c'est du 50-50 tout simplement. Ça va jouer sur des détails. De toute façon, n'importe quel match, ça jouera sur des détails, mais voici les 3 finale cette saison de la Coupe d'Europe. Concernant le Paris Saint-Germain contre l'Inter, donc pour l'instant ce serait le PSG qui serait un petit peu en avance, on va dire, qui serait les favoris, mais vous savez qu'en Ligue des Champions, voilà, les favoris, les pourcentages, les probabilités, tout ça c'est que de l'eau. La vérité, ça se passe sur le terrain bien évidemment. Donc voilà, 54% pour le PSG de remporter la LDC, 46% pour l'équipe de l'Inter. J'ai dit, c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs lors de cette finale, qui gagnera tout simplement cette Ligue des Champions. Et c'est vrai que ces 2 équipes qui ont perdu récemment une finale de Ligue des Champions. Donc l'Inter, c'était il y a 2 ans contre Manchester City, défaite 1-0. Et le PSG, c'était il y a 5 ans, pareil, même résultat, défaite 1-0. Donc voilà, une des deux. De nouveau, elle perdra une finale et l'autre gagnera enfin une finale. Soit Paris la première Ligue des Champions de son histoire, ou soit la 4e Ligue des Champions de l'histoire de l'Inter Milan. Ils ont déjà joué une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, du côté du PSG, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a seulement 3 joueurs qui ont déjà disputé une finale. Donc Marquinhos, qui a disputé bien sûr la finale équipe Membe en 2020, et Lucas Hernandez, lui, qui l'avait disputé avec le Bayern contre le PSG en 2020. Et côté Inter, vu qu'il l'avait disputé il y a 2 ans, donc il y a pas mal de gens encore du côté de l'Inter qui a disputé cette finale perdue contre City. Donc bon, je ne vais pas tous les dire, mais les Bastoni, les Acerbi, les Barella, les Dumfries, Di Marco, Mkhitaryan ou même Martinez,
ont déjà joué une finale de Ligue des Champions. Le bilan des clubs français en finale de Ligue des Champions, je l'ai un peu montré hier, hein, j'avais dit que voilà, c'est pas glorieux, à part Marseille, hein, voilà, en 93, avec le but de Boli, hein, sur corner, victoire 1-0 contre l'AC Milan, c'est à Munich, hein, la finale. Dans le même stade où va se jouer bien sûr la finale, là dans 3 semaines. Sinon, ça a été que des défaites, hein. Dommage pour l'équipe de Reims. 2 fois, ils ont perdu contre le Real Madrid. Reims défaite 4-3, Reims défaite 2-0. Saint-Etienne égale le 12 mai 76, hein, contre le Bayern. Les Verts étaient pourtant les plus forts. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'était avant les buts, les gars, c'était des poteaux carrés, c'était pas en forme de rond. Et du coup, ils avaient touché la barre transversale, mais elle était ressortie le ballon. Si ça aurait été arrondi, on va dire, certainement, la Saint-Etienne aurait une Ligue des Champions parce qu'ils avaient marqué un but comme ça. Enfin, normalement, le ballon aurait franchi la ligne, hein. Donc Marseille a perdu une finale 2 ans avant de l'avoir gagnée. Ils avaient perdu au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a eu bien sûr la défaite de Monaco 3-0 à la leçon réalisme signée Mourinho qui était le coach des Porto. Et le PSG, les gars, puni par un Titi, un Kingsley Coman. Je me souviens, il y a eu des occasions, hein, pour le PSG contre le Bayern. Je me souviens très bien de cette finale. Mbappé, les gars, au point de pénalty avec cette passe qu'il avait fait à Neuer. Voilà, il y a eu ils ont été punis. Donc on verra. On espère, enfin moi j'espère, même je pense que la plupart, on va dire 80% des supporters français qui soutiennent, même d'autres clubs que le PSG soutiendront le PSG, je pense, en finale. Même bien sûr des supporters de l'OM ou même de Lyon, voilà, peut-être qu'ils sont anti-PSG, soutiendront la plupart le Paris Saint-Germain, hein, pour voir de nouveau un club français remporter, bien sûr. La Ligue des Champions, j'ai pas dit tous, hein, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui soutiendront, bien sûr, le PSG, même s'ils ne sont pas supporters de Paris. Et du coup, Paris, là, c'est quoi le programme pour les prochains matchs? Donc déjà, demain, il y a le match contre Montpellier. Bon, là, c'est le choc des extrêmes, hein. Un match déjà sans enjeu. Montpellier sûr de descendre, le PSG est premier et sûr de gagner la Ligue 1. C'est un match, hein, qu'il faut disputer. Ensuite, il y aura le PSG AG Auxerre le 17. Là, c'est 4 samedis d'affilée. Donc Montpellier, AG Auxerre, dernier match de la saison. Il y aura le feu d'artifice. Il y aura le titre de la Ligue 1 qui sera remis, hein, le trophée. La semaine d'après, la finale de la Coupe de France contre Reims, le 24, le samedi 24. Et après, la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Voilà, 4 samedis très importants. Enfin, surtout les 2 derniers. Surtout pour moi le dernier samedi du mois de mai, bien sûr, qui sera le plus important certainement de l'histoire du PSG. Pour revenir sur le match contre Arsenal, ça a été un carton d'audience officiel. Canal+ a battu son record d'audience pour un match de football. Depuis que la chaîne est créée, jamais il y a eu autant de téléspectateurs devant un match, hein. Donc la demi-finale entre le PSG et Arsenal a rassemblé plus de 140 millions de téléspectateurs. C'est énorme les gars en audience, hein. Moi je suis souvent les audiences, tout ça. Et c'est voilà, pour une chaîne cryptée, une chaîne payante, c'est énorme. Et là, c'est seulement les personnes qui étaient bien sûr devant la télé. Il y a plein de personnes qui ont regardé les matchs avec des amis. Il y en a, ils étaient dans des bars où il y a peut-être 100, 200 personnes. Donc, toutes ces personnes-là, dans les bars, je ne sais pas si c'est compté dans ce chiffre-là. Voilà, donc il y a eu beaucoup de monde, bien sûr, qui ont savouré, hein, cette victoire du PSG. Et toujours avec Paris, la une du journal Équipe aujourd'hui, ça revient encore, bien sûr, sur cette victoire parisienne. Heureux comme des papes, hein, parce que vous savez qu'il y a eu un nouveau pape, hein, qui a été élu hier. C'est pour ça que c'est ce mot pape, hein. Donc l'entraîneur parisien Luis Enrique et ses joueurs ont pleinement savouré leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Le stratège espagnol a maintenant 3 semaines pour préparer le rendez-vous de Munich, hein. Donc oui, c'est vrai que là, c'est pas dans l'immédiat, c'est dans 3 semaines. Tu as le temps de préparer, bien sûr, cette rencontre, hein, de Champions League. Et Luis Enrique l'a dit le premier jour où je me suis assis ici, où il est devenu entraîneur du PSG. Il a dit, hein, j'ai dit que notre objectif était d'écrire une page de l'histoire, être les premiers à le faire, à remporter la LDC du côté de Paris dans ce projet qui a changé, où je me sens très bien avec Luis Campos, le président Nasser. J'ai cette capacité à me projeter. C'est vrai qu'il est arrivé en 2023, première année déjà, il amène Paris en demi-finale la saison dernière, bon, malheureusement perdu contre Dortmund. Et là, cette année, il a franchi un cap avec au moins la finale et peut-être le sacre au bout. Il y a 90 minutes à jouer, hein, et peut-être une victoire en finale. Donc oui, imaginez s'il y a bien sûr la Ligue des Champions gagnée, il sera considéré comme le plus grand entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Même sa défaite, parce que j'espère pas, il sera même considéré, je pense, comme l'un des plus grands, bien sûr, Luis Enrique du côté, bien sûr, de Paris. Et Luis Enrique veut rendre hommage à sa fille Xana à Munich, hein. Je me souviens d'une photo incroyable lors de la finale à Berlin en 2015, où il était avec le Barça. C'était l'entraîneur du Barça en 2015. La dernière fois que le Barça a gagné la Ligue des Champions, c'était lui le coach, hein, du FC Barcelone. C'était contre la Juve à Berlin, il y a 10 ans, où Xana, donc sa fille décédée, hein, depuis, plante un drapeau du Barça en plein milieu du terrain. Je vais faire la même chose avec le PSG. Xana ne sera pas là physiquement, mais elle sera là spirituellement. Donc voilà, il viendra planter un drapeau, comme elle a pu le faire, hein, sa regrettée fille à l'époque, hein. Donc voilà le moment, enfin l'hommage, hein, bien sûr, de Luis Enrique par rapport à sa fille. On continue toujours avec Paris, hein. C'est vrai qu'on continue, hein, voilà, quelques infos, hein. Donc le PSG aussi niveau
argent, bah, c'est jackpot. Vous savez que la Ligue des Champions, plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. On sait que Paris a déjà beaucoup d'argent. Mais là, c'est très bon pour le fair play financier parce que ça, c'est des recettes pour le club. Et le PSG est assuré de toucher au moins 138 millions d'euros. Même si la défaite en finale, c'est au moins 138 millions d'euros de la part de l'UEFA pour cette saison de Ligue des Champions. Une victoire en finale permettra encore de gagner plus, permettra au club de décrocher une nouvelle prime de 6,5 millions d'euros, en plus des 138, plus une autre de 4 millions. En gros, si tu gagnes la finale, tu rajoutes 10 millions d'euros en plus. Donc 6 pour avoir gagné la finale et 4 pour la participation à la Super Coupe de l'UEFA. Vous savez que tout début de saison, à chaque fois, il y a le match. Le vainqueur de l'Europa League contre le vainqueur de la LDC. Ça peut être un PSG Manchester, ça peut être un Inter Manchester, ça peut être aussi un Inter Tottenham ou un PSG Tottenham. Voilà, ce sera une de ces 4 affiches-là, bien sûr, la finale. Donc voilà. C'est bien sûr de l'argent en plus, bien sûr, pour l'équipe qui gagnera la LDC. Donc ces sommes ne comprennent pas les revenus aussi générés par la billetterie du Parc des Princes, qui a rapporté, écoutez bien, quand même 12 millions d'euros. Les billets, on sait que les billets, les prix se sont envolés pour ce PSG Arsenal. Ça a rapporté 12 millions d'euros juste pour le match PSG Arsenal en termes de billets vendus. Voilà, donc c'est une grosse saison au niveau sportif et niveau aussi financier bien sûr pour le PSG. Et à noter que ces 138 millions d'euros de droits TV de la LDC, c'est comme 6 fois plus que ce que touche le PSG avec les droits TV de la Ligue 1. Ligue 1, je ne sais pas c'est combien, tu divises 138 par 6, je ne sais pas combien ça fait, je ne calcule pas de tête, mais voilà, pour vous dire que la LDC, ça n'a rien à voir bien sûr avec le championnat français. Et concernant les autres clubs aussi, c'est pas mal. Lille, c'est quand même 78 millions d'euros récupérés. Monaco c'est 60 et Brest c'est 52 millions d'euros récupérés. Voilà, donc c'est une poule aux œufs d'or, on peut dire. La Champions League bien sûr avec les gains, plus tu vas loin bien sûr et si tu gagnes beaucoup d'argent. La Coupe du Monde des clubs aussi qui va commencer le 13 juin prochain, dans 1 mois et 4 jours. Ça va être aussi le jackpot pour les équipes qui vont aller très très loin. Toujours avec Paris, de Connaisse-sous-Bois va retransmettre sur 2 écrans géants à 2 endroits différents la finale de la Ligue des Champions. Voilà, 2 endroits différents de la ville. Et il y aura des écrans géants pour suivre cette finale. La ville a longtemps désiré accueillir le nouveau stade du PSG, mais ce n'est plus la tendance parce que vous savez que Paris devrait dans les futures années construire un nouveau stade. Et Aulnay-sous-Bois, vous avez un endroit parfait pour que Paris, bien sûr, parce qu'il y a plein de villes dans le milieu parisien qui veulent en gros que le PSG construise le stade dans leur ville, bien sûr, parce que ça permet bien sûr de rapporter beaucoup d'argent pour les impôts, tout ça de chaque ville. Donc on est, du coup, il n'y aura pas le nouveau stade du PSG, mais ils vont retransmettre bien sûr la finale de la LDC le 31 mai prochain. Toujours retient avec cette demi-finale, on revient sur le match d'avant-hier et les débordements qu'il y a eu à la fin du match. 43 personnes ont été interpellées donc avant-hier après la victoire du PSG. Donc 3 supporters blessés par une voiture. Moi j'ai vu la vidéo, je pense peut-être qu'il y en a qui l'ont vu sur les réseaux sociaux. C'est une Mercedes qui roule quand même sur 3 personnes. Donc il y a toujours une personne en urgence absolue, on espère, qui va s'en sortir. Donc il y a eu des commerces, un véhicule dégradé, jets de projectiles et tirs de mortier sur les policiers. La situation a dégénéré à Paris. C'était quand mercredi soir, on espère. Voilà, pour la finale, de toute façon, il y aura de la sécurité, je pense, renforcée. Voilà, donc bien sûr, s'il y a la victoire, il y aura une grosse sécurité. Et même s'il y a la défaite, je pense que ce sera beaucoup plus calme, bien sûr, dans les rues de Paris, le 31 mai prochain. Le PSG était meilleur qu'Arsenal parce qu'Arteta avait dit que en gros, la meilleure équipe n'était pas passée en finale et que lui, Arsenal aurait dû se qualifier. Mais tiens, l'ancien coach d'Arsenal, Arsène Wenger, légende, donc lui, il a dit, sur les 2 matchs, on peut dire qu'ils ont été meilleurs qu'Arsenal, qu'ils ont eu plus d'occasions et qu'ils n'ont jamais vraiment été en danger. Voilà, donc lui, il était un peu neutre, peut-être même plus du côté d'Arsenal, vu qu'il a quand même coaché Arsenal beaucoup d'années. Il va dire en gros que le PSG mérite totalement sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Et Thierry Henry aussi, ancien joueur d'Arsenal. Donc Henry, il a parlé du président, donc là, parce qu'il est en interview avec Nasser. J'espère que vous ramènerez la Ligue des Champions, j'aimerais. Merci, vous avez changé la façon dont les gens voient le PSG. Ce n'était pas le cas quand j'étais plus petit. Parce qu'à l'époque, il y en a le PSG, voilà, c'était une équipe qui a investi beaucoup d'argent, tout ça. Maintenant, c'est que le PSG a un peu changé. Maintenant, c'est plus les superstars qui viennent au PSG, c'est plutôt maintenant des pépites qui vont chercher l'équipe parisienne. Et ça a changé bien sûr au regard de beaucoup de supporters dans le monde entier en gros. Ouais, c'est plus la même vision qu'à l'époque avec le PSG, c'était le PSG bling bling à l'époque, que maintenant c'est plutôt un PSG qui mise, comme je dis, sur la jeunesse, sur les talents, tout ça. Et, voilà. Et pour l'instant, c'est peut-être la meilleure stratégie, parce qu'on peut voir que le PSG joue beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Blaise Matuidi félicite le PSG sur LinkedIn. Donc hier, Paris a montré au monde entier qu'on avait le cœur et le niveau pour rêver plus grand entre les retours décisifs de Marquis, la Vista de Fabien Ruiz et la Grinta de Gvara. Quel plaisir, Je pense aussi que c'est une belle leçon. Ça fait depuis 12 ans que le PSG rêve de gagner la Ligue des Champions et ça fait quelques années qu'on se rapproche vraiment. C'est vrai, depuis 6 ans, les 6 dernières années, le PSG a atteint comme 4 fois la demi-finale alors qu'avant c'était soit 8e, soit quart maximum.
Que là, vraiment, tu atteins voilà, pas mal de fois l'ennemi. Maintenant, il faut aller la gagner. Cette Ligue des Champions, tu retrouves la finale. Maintenant, il faut finir le boulot. Voilà, au moins une fois. Hein. Donc réussir un projet d'une telle ampleur prend du temps. Et aujourd'hui, c'est le résultat d'années, bien sûr, de travail. Bravo à toute l'équipe. On va profiter du moment. Il manque la dernière et la plus haute marche. La finale, il l'a gagnée enfin. Je suis sûr que toute l'équipe sera à la hauteur de cet événement. On est derrière vous. Ici, c'est Paris. Voilà, un magnifique message de Matuidi hein, sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Lizarazu aussi hein, sur la période compliquée traversée par Barcola. Donc il a dit, il a vu Doué progresser énormément et Kvaratskhelia arriver. C'est vrai que pour Barcola, ça a été compliqué. Hein. Doué l'éclore et Kvaratskhelia signe au club. Donc pour Barcola, ça a été compliqué. Quand tu es repoussé sur le banc, forcément tu cogites et tu es moins libre dans ta tête, donc moins libre dans ton jeu. Ce n'est pas facile à gérer. Voilà. C'est dommage, il aurait pu marquer. Hein. Souvenez-vous sur des contre-attaques contre Arsenal, match retour, il a eu quelques belles occasions quand même. Bradley Barcola. Donnarumma, tiens, sur le départ de Mbappé, hein, il trouve aussi que cette équipe parisienne, le départ de Kylian, ça a libéré en gros Paris. Hein. L'état d'esprit a changé, nous sommes plus une équipe, c'est vrai, parce qu'à l'époque, Mbappé, le PSG misait trop sur Mbappé, ça qui marquait beaucoup de buts. Hein. C'était ça, c'est rien à dire. Mais il ne faisait pas autant les efforts défensifs, parce que ça compte les gars. Hein. Ça compte une équipe qui défend ensemble, que quand des fois il y a 2-3 joueurs qui ne défendent pas. Et ça fait un déséquilibre énorme. Hein. Donc Kylian nous manque, hein. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est un grand ami. L'équipe est très unie, on est très bien ensemble. On a gagné un Euro comme ça. Avec l'Italie, ça fait la différence dans toutes les équipes. C'est que du côté de l'Italie en 2020, en 2021, quand ils ont gagné l'Euro, il n'y avait pas de superstar, mais voilà, tellement qu'ils étaient tous unis les uns pour les autres, ils avaient réussi quand même à gagner voilà, cette compétition. Donc il veut s'inspirer de l'Italie en 2021. Donnarumma avec ce PSG et Donnarumma hein, au top comme du top hein, sur la phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Pourcentage d'arrêt, si on regarde les gardiens qui ont fait le plus d'arrêts lors des matchs élimination directe hein, cette saison LDC, Donnarumma 77% d'arrêt, c'est énorme, hein, devant Yann Sommer et David Raya. Les buts encaissés par match, Donnarumma 0,75 prix but par match depuis les matchs élimination directe, depuis le premier match contre Brest, le barrage aller. Raya c'est un 17 et Chesney c'est un 4,3. Les buts évités, les XG cadrés, concédés, buts encaissés, et Donnarumma c'est 2,85. En gros, c'est lui à chaque fois le numéro 1. Donc voilà, magnifique saison bien sûr de Donnarumma. Le PSG a dévasté l'élite de la première ligue. Regardez, c'est le journal The Sun Sport. Hein. Il fait le power hein, par rapport bien sûr à cette victoire bien sûr du PSG qui a dévasté l'élite de la première ligue. C'est vrai, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, City, bon, c'était pas un match à élimination directe, mais c'est une victoire, le match déclic. Hein. Pour moi, le match qui a tout changé pour le PSG cette saison a été ce match, bien sûr, contre City. Et le parcours du PSG jusqu'en finale de Ligue des Champions continue aussi de faire gonfler le total de points, indice UEFA de la France, hein, parce que la France était 5e. N'oubliez pas qu'il y avait les Pays-Bas, même je crois qu'ils étaient devant la France en tout début de saison, depuis le PSG. Enfin, la France est repassée devant les Pays-Bas et maintenant. Les clubs néerlandais, il n'y en a plus. Et là, le PSG qui a gagné 2 matchs, hein, 2 victoires en demi-finale de LDC, ça rapporte énormément de points à l'indice UEFA. Donc là, il y a un sacré creux maintenant avec le championnat néerlandais. Il y a la 4e place, hein, qui est l'Allemagne, le championnat allemand juste devant la France, mais ils sont quand même loin. Voilà, c'est encore très loin. La marge augmente surtout avec les poursuivants derrière, où là vraiment tu as creusé l'écart avec le championnat néerlandais et le championnat portugais. Toujours avec la Ligue des Champions, voici l'équipe type de cette semaine de la Ligue des Champions avec quelques Parisiens, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz, Marquinhos et Hakimi. Voilà, 4 Parisiens. Donc il y a le gardien Yann Sommer, ça va peut-être aussi Donnarumma. Yann Sommer hein, qui a été exceptionnel hein, bien sûr contre le Barça. Il est présent dedans et logiquement. Donc Acerbi est aussi dedans. Gérard Martin avec 2 passes D. Avec le Barça, il est dedans. Avec Frenkie de Jong et Lamine Yamal bien évidemment. Et aussi Lautaro Martinez et Barella. Donc voici les meilleurs joueurs de ces demi-finale, donc 3 équipes représentées, 0 joueurs d'Arsenal pour cette équipe type. On va parler d'Ousmane Dembélé, bon il n'est pas présent, déjà il a joué seulement 20 minutes hein, bien sûr contre Arsenal, mais Arsenal, hein, comment dirait Dembélé, d'après ESPN c'est un site anglais, regardez c'est écrit en anglais, bon je comprends pas énormément l'anglais, mais voilà on peut voir qu'en gros Dembélé est actuellement le grand favori pour emporter le Ballon d'Or, un petit rappel de ses stats, hein, 45 matchs, 33 buts et 10 passes D, des stats incroyables. Il a gagné la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France, où bien sûr, s'il la remporte, ça le rapprochera encore un peu plus, bien sûr, du Ballon d'Or. Et bien évidemment, la Ligue des Champions. S'il y a cette Ligue des Champions remportée, ça sera quasiment sûr que ça sera lui. Donc ça peut être incroyable, bien sûr. Il le sait, ça, Dembélé, il le sait que là, ce mois de mai, le plus important certainement de sa carrière, qu'il peut aller gagner une Ligue des Champions, peut-être la première de sa carrière.
et aussi le Ballon d'Or. Il n'aura peut-être pas d'autres opportunités de la remporter, le Ballon d'Or. Imaginez les gars Mbappé qui quittent le PSG en voulant gagner la LDC, le Ballon d'Or. Imaginez une année après, PSG, si la Ligue des Champions remportée, c'est Dembélé qui remporte le Ballon d'Or. Ce serait fou quand même pour Mbappé, je pense qu'il pourrait s'en mordre les doigts. Et actuellement, regardez, d'après les bookmakers anglais, ceux qui font les probabilités, tout ça, et Dembélé bien le nouveau favori pour le Ballon d'Or après ces demi-finales. Donc 33,33% de chance pour Ousmane Dembélé à l'instant T, là actuellement ce 9 mai, de remporter le Ballon d'Or devant Lamine Yamal, 22%. Donnarumma, 3e position pour un gardien, c'est exceptionnel. Après il y a Rafinha qui a énormément chuté. Oui, il a été buteur, mais on ne l'a pas trop vu. Voilà, c'est vrai ça a sauvé un peu son match, heureusement, parce que sinon on ne l'a pratiquement pas vu. On a beaucoup vu Lamine Yamal contre l'Inter lors du match retour, mais Rafinha pas du tout. Martinez, après il y a Kvaratskhelia aussi qui est bien classé, Kvaratskhelia. Donc voilà, Mbappé, seulement 1% de chance, bien sûr, de remporter. Le Ballon d'Or, c'est bien Dembélé actuellement qui a le plus de chance, donc il le sait qu'une victoire en finale de Ligue des Champions, ça sera quasiment le Ballon d'Or assuré pour Ousmane. Lamine Yamal a réussi 20 dribbles en demi-finale de Ligue des Champions. Le deuxième joueur a réussi le plus de dribbles, on a réussi seulement 6. 6, je ne sais pas c'est lequel joueur qui a réussi le plus de dribbles après lui, mais lui il a réussi 20 en demi-finale, retour bien sûr contre l'équipe, non je crois que c'est sur les 2 demi-finales cumulées, mais voilà c'est quand même incroyable bien sûr. Lamine Yamal, la classe d'Alessandro Bastoni envers le Barça, donc Bastoni qualifié bien sûr pour la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter, il a mis un long message, donc ce n'est que maintenant que je commence à réaliser quel exploit incroyable nous avons réalisé mardi soir, l'effort que nous avons laissé sur ce terrain était énorme et tout cela a été remboursé plus encore par l'énergie inoubliable de nos fans. Je suis reconnaissant envers chaque coéquipier, l'esprit, la faim, le cœur, se battre à vos côtés et c'est ce qui fait que chaque sacrifice depuis qu'on est enfant en vaut la peine. Respect pour nos adversaires, ils ont fait preuve d'une force et d'un cœur incroyable. À tous les intéressés, rendez-vous à Munich, merci pour tout. Voilà ce qu'il a pu mettre. Il y a une petite, à la fin, il a mis une mention aussi spéciale, un enfant terriblement bon. Tu es un monstre, Lamine Yamal. Il a mentionné Lamine Yamal dans son post, en gros, pour dire que voilà, il était très très fort, Lamine Yamal. Il a même reçu le maillot de Lamine Yamal à la fin du match. Le défenseur Bastoni, maintenant, lui aussi, il a une marche à passer. Un match contre le PSG, bien sûr, pour gagner la Ligue des Champions. On va parler d'Araujo, donc lui, beaucoup critiqué Araujo, et il a sorti un post Instagram par rapport à cette élimination où il est beaucoup coupable. Vraiment, les supporters du Barça lui en veulent énormément. J'accepte et je reconnais, je ne me suis jamais caché, je ne le ferai jamais. Ça fait mal d'être dehors, mais ça ne s'arrête pas ici. Au travail, on se bat, mais je suis aussi fier de cette équipe, de mes coéquipiers, du logo que nous représentons, de chaque supporter qui était avec nous, bien sûr, à chaque étape. Donc, durant cette année 2025, nous avons montré en tant qu'équipe et en tant que supporter la mentalité que nous avons. Le Classico arrive après-demain et nous allons laisser l'âme. Nous sommes le Barça, nous reviendrons plus fort. Voilà en gros son dernier post Instagram de Ronald Araujo par rapport à cette élimination en Ligue des Champions. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Coupe d'Europe. On a parlé de l'Europa League tout à l'heure, l'Europa Conference League, on est revenu sur la Ligue des Champions. On continue maintenant avec d'autres infos bien sûr. Donc aujourd'hui il y a du football, on est vendredi, c'est les derniers matchs de championnat. Wolfsburg-Hoffenheim, il y a Las Palmas-Vallecano, il y a l'AC Milan soir qui joue contre Bologne à 20h45. Voilà, c'est dans le sprint final bien sûr des championnats qui vont se clôturer normalement. Le week-end du 25 mai sera le week-end du dernier championnat. Et il y a un gros match ce week-end, un peu par l'avant, il y a quelques secondes, là, c'est le Classico. Et Hernandez sera l'arbitre du Classico. Après-demain, dimanche 16h15, le Barça reçoit le Real. Et à noter que cet arbitre, la chaîne Real Madrid TV, a publié une vidéo des erreurs commises par l'arbitre Hernandez avant le Classico. Ils avaient déjà fait ça, souvenez-vous, avant le Classico, il y a 2 semaines, en Coupe du Roi. L'arbitre était même en pleurs lors de la conférence de presse d'avant-match de la finale de la Coupe du Roi. Ça fait un scandale. Le Real voulait un nouveau arbitre. Bon, ça a été l'arbitre qui est resté, bien sûr. Mais voilà, du coup, le Real Madrid TV remet une pression sur l'arbitre Hernandez sur les erreurs qu'il a pu faire dans le passé. Le Real fait déjà pression sur l'arbitre du Classico parce que c'est un match hyper important. En cas de victoire du Real, le Real reviendra à 1 point du Barça. Mais en cas de défaite, la Liga sera pliée. Il y aura 7 points d'écart à 3 journées de la fin. Il ne restera plus que 9 points donnés. C'est-à-dire que le Barça, prochain match, il joue le derby contre l'Espagnol. En cas de victoire, le Barça sera champion d'Espagne. Donc voilà l'importance quand même de ce match après-demain. À noter qu'Alejandro Balde devrait être disponible pour le Classico dimanche. Il devrait être présent. Balde, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le FC Barcelone. Du côté du Real, on annonce une attaque Vini Junior, Mbappé et Arda Güler. Les 3 devraient être les 3 titulaires. Rodrigo devrait faire son retour mais devrait être remplaçant Rodrigo. Donc voilà, ça va être ces 3 là en attaque.
voilà, lors de cette rencontre. Et être sur le banc n'est pas facile. Arda Güler s'ouvre et évoque sa personnalité qu'il s'est écrit à travers une pauvre enfance. Les gens me voient comme un joueur créatif, mais je suis aussi un guerrier. Tu me mets sur le banc, je travaille plus dur. Tu dis des conneries sur moi, je vais t'écraser. Quand nous avons gagné la Ligue des Champions, donc la saison dernière, je n'avais pas vraiment envie de soulever le trophée car je n'avais vraiment pas contribué sur le terrain. Parce qu'il est très peu joué. Et pour lui, il avait honte de soulever le trophée pour dire ouais, j'ai gagné la Ligue des Champions alors qu'il n'a quasiment pas joué de la saison en LDC. Donc il avait honte. Bon, il avait quand même pu le faire. On peut voir la photo en bas à droite, mais il voulait pas le faire en gros. Le jeune Arda Güler, mais bon, qui prend de l'ampleur, de plus en plus. Regardez, il devrait être titulaire pour le match d'après-demain. Et toujours du côté du Real, concernant le coach Carlo Ancelotti, donc on sait que là c'est imminent son départ, oui. Ancelotti fera ses adieux le 25 mai prochain, le dernier match de la Liga. Le Real Madrid recevra la Real Sociedad. 38e et dernière journée de la Liga sera le dernier match d'Ancelotti. Après, il partira. Et voilà, c'est bouclé, c'est confirmé, les gars. Xabi Alonso sera bien le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il va signer un contrat de 3 ans du côté du Real. Donc, du coup, il quittera le Bayer Leverkusen. Toujours avec le Bayer Leverkusen, quelques infos mercato sur ce club et d'autres équipes. Jérémy Frimpong, lui aussi. De toute façon, il y aura pas mal de départs de Leverkusen. Donc, le coach, Frimpong, Jonathan Tah, Florian Wirtz, Patrick Schick aussi, un attaquant devrait partir. C'est vrai qu'on annonce au moins 6-7 départs du côté des Leverkusen. Bon, bref, Frimpong dispose d'une clause libératoire fixée à 35 millions d'euros. Plusieurs clubs européens, notamment Liverpool, qui cherche le remplaçant d'Alexander Arnold. Et il s'intéresse bien sûr les Reds à Jérémy Frimpong. Emmanuel Emega, donc l'attaquant néerlandais de Strasbourg, plaît beaucoup à Chelsea. Donc les Blues sont impressionnés par les prestations de l'attaquant de Strasbourg cette saison. Des discussions ont déjà eu lieu entre le joueur et le club londonien pour un contrat de longue durée. En plus, ça va se faire très facilement à Strasbourg et Chelsea au même propriétaire. Donc voilà, le voir Emega du côté de Chelsea, c'est totalement jouable, ce sera un gros coup dur quand même pour Strasbourg, de perdre bien sûr son attaquant. Le RB Leipzig et Dortmund veulent recruter Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham qui joue avec Sunderland. Ils vont jouer les playoffs, demi-finale et pourquoi pas une finale pour essayer d'accéder à la Première Ligue. Donc qui monte avec Sunderland, donc même s'ils n'arrivent pas à monter, il y a des chances qu'ils partent. Dortmund et Leipzig intéressés par Jude Bellingham. Des nouvelles également de Kevin De Bruyne en fin de contrat, dans maintenant 1 mois et 21 jours, le 30 juin prochain. On sait qu'il partira, c'est sûr. Il a annoncé son départ il y a déjà un mois. Donc pour l'instant, De Bruyne n'a pas envie de rejoindre un autre club de Première Ligue parce qu'il y avait une équipe, c'est Liverpool, qui était prête à faire une offre tout simplement à De Bruyne. Donc pour l'instant, il n'est pas trop chaud pour rester en PL. Il serait plutôt chaud, genre rester en Europe, mais pas en championnat anglais. Il y en a plein, les gars, qui est très intéressé par Kevin De Bruyne. Des nouvelles de Steve Mononda qui va quitter le Stade Rennais en fin de contrat le 30 juin prochain. Et Mononda, 40 ans, arrivé à Rennes en 2022, quittera le club à la fin de son contrat. Le club breton ne lui proposera pas de prolongation de contrat. Du coup, il partira libre là dans quelques semaines. Des nouvelles aussi de Bryan Mbeumo qui devrait quitter Brentford. Donc Brentford est prêt à écouter les offres pour son attaquant camerounais. Donc son prix est fixé, son prix de départ est fixé à 60 millions d'euros. Voilà, c'est un joueur. Je pense qu'il peut intéresser beaucoup d'équipes parce que pour moi c'est un joueur sous-côté. Il joue à 3 avant une équipe française. Bryan Mbeumo. Martinelli, qu'on avait pu voir les 2 matchs contre le PSG, qui a été plutôt moyen quand même sur les 2 rencontres, pour être vendu par Arsenal cet été. Voilà, Arsenal cherchera à vendre tout simplement son ailier brésilien. Des nouvelles aussi de Eric Dier. Donc à l'AS Monaco, Erwigo. Il est en fin de contrat, en fin de saison. C'est vrai qu'il allait partir, qu'il n'allait pas rester. Et du côté de Monaco, c'est quasiment fait. Il devrait s'engager 2 saisons du côté de l'AS Monaco, le défenseur du Bayern. Marcus Rashford veut rejoindre lui le Barça cet été. Les 2 parties ont déjà entamé des négociations pour une arrivée de Rashford qui ne restera pas à Aston Villa. Il est prêté actuellement à Aston Villa, mais il va retourner à Manchester. Et lui, son souhait, c'est de jouer du côté du FC Barcelone. Un jour, je pense qu'il pourrait être aussi fort que Lionel Messi. David Beckham sur Lamine Yamal. Donc c'est le premier joueur qu'on regarde et qu'on peut, on ne peut comparer personne à Messi selon moi. Mais c'est celui qui se rapproche le plus en gros de Léo Messi, de tout ce qu'il a pu voir comme joueur. Un jour je pense qu'il pourrait être aussi fort. Bon, c'est vrai que c'est pas bien de comparer parce que pour l'instant il a seulement 17 ans, Lamine Yamal, mais de ce qu'il montre actuellement, des stats qu'on peut déjà voir, qu'il a déjà disputé 100 matchs à 17 ans avec le Barça. Messi, les gars, il lui a fallu peut-être à 19 ans ou 20 ans, on avait parlé, que pour atteindre les 100 matchs avec le Barça, Messi a déjà 19-20 ans. Donc Lamine Yamal, il a seulement 17 ans. Donc oui, pour l'instant, on se dit, il est peut-être en avance sur Messi. Après, est-ce qu'il gagnera tout ce qu'a pu remporter Messi en carrière? On verra. Mais déjà, il a déjà un gros trophée, l'Euro quand même, qui est quand même quelque chose de gros, remportant en carrière. Donc oui, on fera le bilan dans 15 ans concernant Lamine Yamal, mais vu ce qu'il montre, bien sûr, il peut marquer une génération dans le foot. Voici à quoi devrait ressembler le prochain maillot domicile de Chelsea. Voilà, toujours bleu.
Bon, normalement, tu rajoutes le sponsor. Je ne sais plus trop c'est qui leur sponsor en plein milieu. Bon, la Nike, hein, Chelsea, voilà le futur maillot normalement des Blues. Officiel, Aaron Wan-Bissaka a décidé de représenter la RDC. De base, il était la sélection anglaise, hein. Il n'était jamais appelé. Et du coup, il va représenter la RDC. Un défenseur droit de West Ham est convoqué pour la première fois avec les Léopards lors de la prochaine trêve. Donc il y aura un RDC Mali, un RDC Madagascar, le 5 et 8 juin, là, lors de la prochaine trêve, dans un mois. Et on peut le voir, regardez, Wan-Bissaka, un défenseur droit de West Ham est appelé. Beau groupe quand même de la RDC, hein, des joueurs, vraiment des très bons joueurs. Wissa, un attaquant de Brentford. Il y a Bakambu, il y a qui d'autre? Il y a, je sais pas, il y a Sadiki, il y a qui, Wan-Bissaka, Kalulu, hein, Mbamba, qui joue très peu à Marseille, mais qui est toujours convoqué, bien sûr, dans cette liste de la RDC. On va parler de Amar Dedic, un joueur de l'Olympique de Marseille, devrait quitter l'OM et retourner à Salzbourg. Hein, sa personnalité très appréciée, mais son profil de piston ne colle pas avec le passage à une défense à 4 du côté de Marseille. Hein. Pour que l'option d'achat de 10 millions d'euros soit levée, le Bosnien devrait jouer 50% des minutes du côté de Marseille. Il n'a joué que 3 matchs, il devrait donc être le premier à partir en juin prochain. Vu qu'il est prêté avec une option d'achat à Marseille, il ne va pas lever l'option d'achat et du coup il va retourner à Salzbourg. L'ancien Marseille, c'est Bafé Gomis sur son passage à l'OM. J'aurais voulu peut-être être un peu plus ou avant à l'OM. Peut-être que c'est un club qui m'a fait découvrir certaines choses. Voilà ce qu'il a pu dire sur l'Olympique de Marseille. Gomis. Lunaire Bordeaux a une dette de 94 millions d'euros et doit même rembourser des vignerons et des boulangeries. C'est que Bordeaux, situation compliquée, ils sont National 2, donc il y a une dette institutionnelle donc de l'État, de l'URSSAF, la Direction Générale des Finances Publiques, Trésor Public, Bordeaux Métropole, les clubs qui attendent toujours de l'argent de Bordeaux dans certains transferts, Amiens, Guingamp, Lille, des joueurs qui ont été transférés et en gros, par exemple, un club comme Guingamp attend toujours que Bordeaux verse de l'argent. Donc les hôtels, une pharmacie, une boulangerie, des radios, des cabinets d'avocats, des vignerons, des transporteurs qui à Bordeaux doivent de l'argent aussi. Lopez prévoit de faire descendre la dette en dessous des 55 millions d'euros. Actuellement, c'est 94 millions d'euros de dette pour les Girondins de Bordeaux. Et on finit avec eux. On espère qu'ils remonteront. Bon, pas pour cette année, c'est pas possible, mais la saison prochaine, espérons qu'ils retrouvent le national. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.